Dans cette ambiance de cours de récréation, difficile d'imaginer que cette école de Tunis ait été à l'origine d'une vengeance personnelle. L'école a été fondée par Mohamed et Madeleine Bouebdelli. Leur réputation en tant que pionniers de l'enseignement privé en Tunisie s'appuie sur 4 décennies d'expérience. Mais cette réputation leur a valu de devenir une cible du couple le plus puissant du pays jusqu'à la révolution de janvier, le président Ben Ali et sa femme, Leïla Trabelsi. Voici le lycée Louis Pasteur, lui aussi fondé par les Bouebdelli. Il est fermé depuis plus de 3 ans. Alors là, c'était le laboratoire d'informatique. Et il y a toute l'installation qui est... Pour les Bouebdelli, les raisons de cette fermeture ne font aucun doute. Ils avaient refusé la démolition de l'école primaire au profit d'un projet de centre commercial, refusé aussi l'inscription d'une nièce de Leïla Trabelsi dont le niveau était trop faible. La sanction n'a pas tardé. On nous a ordonné de fermer le lycée du Pasteur qui, selon le ministère, ne disposait pas de l'autorisation légale d'exercice. Ce qui était surprenant, c'était une attitude très surprenante, compte tenu que ce lycée avait reçu une autorisation d'exercice, que le ministère était venu le visiter, qu'ils avaient demandé les statistiques habituelles annuelles. Donc, mais après, nous avons compris pourquoi. Les raisons de cette fermeture, c'était l'ouverture en septembre 2007 de l'école internationale de Carthage, créée sur l'initiative de Mme Ben Ali et de Mme Arafat. Voici l'école en question. Située dans la banlieue de Tunis, elle a reçu plus d'1 million d'euros de subventions. La veuve de Yasser Arafat s'est finalement désengagée du projet et malgré des résultats médiocres, l'école reste ouverte aux grandes dames de Jalel Ben Arous. Aujourd'hui, il vit en face de l'établissement et pour cause. Il a été exproprié et c'est en partie sur sa propriété que l'école a été construite. À présent, il demande réparation. Il a reçu 20 dinars, soit environ 10 euros par mètre carré. L'acheteur n'était autre que la femme du président. L'avance foncière d'habitation est venue depuis, je crois, l'an 2000. Ils sont venus ici, nous en disant que nous allons exproprier la propriété, toutes les propriétés ici, à 20 dinars le mètre carré pour l'intérêt public. Chose c'est à discuter. L'an 2005, ils ont construit cette école-là qui appartient à l'ex-présidente. Nous sommes obligés de vendre. Ils sont obligés de vendre. C'est pas notre choix pour les vendre. On ne vend pas à 20 dinars de mètre carré. Le mètre carré, vous mettez 1000 dinars. Entre 800 et 1000 dinars. Ces chantiers et villas luxueuses à perte de vue dans les banlieues riches de Tunis sont devenus le symbole du système Ben Ali. Ces terrains, dont certains étaient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été achetés pour un euro symbolique et revendus à des promoteurs dont la plupart étaient des affidés du clan Ben Ali Trabelsi. En 23 ans de règne, le couple présidentiel et ses proches auraient fait main basse sur plus de 30% de l'économie tunisienne. À elle seule, la fortune personnelle de Ziné Ben Ali s'élèverait à 7 milliards d'euros. Cette culture de corruption du clan Ben Ali, le journaliste Slim Boukdir la connaît bien. En 2007, il a fait de la prison pour avoir critiqué le régime dans ses articles. Il a été violenté et son blog piraté. Mais si Ben Ali n'est plus qu'un mauvais souvenir, son héritage mettra longtemps à disparaître. Des médias et des journalistes et des opposants politiques. Je pense que ce qui pose problème, ce n'est pas Ben Ali en tant que personne, ou la famille Ben Ali. Ben Ali représentait une dictature, un régime totalitaire. Tout cela n'était qu'une pièce de théâtre naïve, bêtifiante et triste, dont il était le réalisateur. Mais il y a eu d'autres acteurs dans cette pièce, y compris des systèmes de corruption qui existent toujours en Tunisie. Je pense que Ben Ali représentait la tête de ce serpent qu'est la dictature. La tête est coupée, mais le corps est toujours là. La dictature est toujours là. Si on regarde aujourd'hui ce processus de changement, on doit se poser la question suivante. Est-ce qu'on a passé l'étape de la dictature ou pas? Certes, on a éliminé le dictateur, mais pas la dictature.
Il y a une grande différence entre le dictateur et la dictature. L'ancien quartier général du parti au pouvoir a été mis à sac lors du soulèvement populaire, l'expression de la frustration et de la colère d'un peuple oublié des puissants. Ghazi Gherairi dirige la commission tunisienne des malversations et de la corruption. En 2 semaines seulement, nous dit-il, 3300 plaintes ont été présentées. La commission compte récupérer jusqu'au dernier centime, mais ce ne sera pas pour autant la fin d'une corruption bien installée. Depuis un certain nombre d'années, un véritable système de corruption et de malversation avait été mis progressivement sur pied. Ces phénomènes semblaient, chez beaucoup, relever de la nature des choses, semblaient être plutôt normaux, au point que toute une mentalité s'est développée chez certains Tunisiens, une mentalité qui signifie qu'après tout, moyennant quelques bakchiches, moyennant quelques manœuvres, tout est possible. Autre témoignage de cette conception des transactions propres à la famille Ben Ali, cette fourrière. La BMW d'Imed Benjmia s'y trouve depuis 8 ans. Il l'avait amenée d'Allemagne, le pays où il réside, pendant des vacances. Les douanes avaient alors saisi sa voiture et son passeport. Un neveu de Ben Ali avait décidé de s'approprier le véhicule. Je suis allé voir Mehdi Ben Ali. Il m'a dit « Je t'offre 50 000 dinars pour ta voiture ». Au début, j'ai refusé. Je lui ai dit que la voiture coûtait beaucoup plus cher que ça, que j'avais acheté cette voiture à crédit et que je n'avais pas encore fini de payer ce crédit. Il m'a répondu « Si tu me parles sur ce ton-là, eh bien, considère que tu n'as plus rien. Oublie que tu as une voiture. » Imed a porté plainte, mais il attend toujours. Bien que la preuve ait été faite qu'il soit le propriétaire, il n'a récupéré ni la voiture, ni son passeport. Pour son neveu, la patience a ses limites. Pas beaucoup de changements jusqu'à maintenant. Même avec les responsables de la police, si tu lui parles, il te crie dessus. Il ne veut rien t'expliquer. Je crois qu'on n'a pas beaucoup changé. Espérons bien que ça change. On attend. On est là pour voir est-ce que ça change ou pas. Si ça n'a pas changé, les jeunes de Tunis, ils sont toujours là, prêts pour refaire la révolution. Déclencheur de l'effet domino dans le monde arabe, la Tunisie n'en est qu'au début du processus. Et c'est aujourd'hui la capacité de ce pays de près de 11 millions d'habitants à mener sa transition post-révolutionnaire qui est mise à l'épreuve, un enjeu majeur pour son avenir.